podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, je reçois Vincent Cataigne, ingénieur du son, qui est également fondateur du studio Nomade, un studio de création musicale sur mesure, pour un épisode bonus dans lequel on va parler évidemment de son. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un son propre dans un podcast et aussi comment est-ce qu'on crée une identité musicale qui nous ressemble. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, vous débutez votre carrière comme professeur de musique indépendant. Vous travaillez en France, puis à l'international, notamment à Singapour, où vous travaillez plusieurs années dans le domaine de la formation musicale. Quand vous êtes de retour en France, vous devenez animateur radio, notamment chez Art District Media, avec l'émission Mon BO Ciné, qui est consacrée au lien entre musique et cinéma et qui est diffusée sur Radio Grand Paris. Et puis en 2022, vous fondez le studio Nomade, un studio de création musicale sur mesure. J'avais envie de vous demander, puisqu'on est donc sur le podcast, qu'est-ce qui vous a amené au podcast dans votre parcours ? Déjà, l'expérience avec Radio Grand Paris dans un premier temps et Art District Radio. Je pense que cette expérience m'a déjà initié à un métier que je connaissais assez mal, c'est-à-dire la radio, et c'est tombé dans une période que tout le monde connaît, qui est à savoir le Covid. Je pense que c'était une bonne manière de répandre mon amour du son, plus précisément des identités sonores et de l'habillage sonore, en utilisant un média qui avait le vent en poupe, à savoir le podcast. Est-ce que vous avez créé vous-même des podcasts pour vous ? Je suppose pour des clients évidemment, mais pour vous ? Alors, j'ai créé des podcasts pour des clients, oui, effectivement. J'en ai créé même beaucoup. Donc voilà, après, on voit pas toujours mon nom affiché, mais je vais en citer quelques-uns. Il y a le Switch, une société vietnamienne, basée au Vietnam, qui s'appelle A2Business, de Stéphane, qui est un très bon podcast d'ailleurs. Il y a Marché entre les lignes, de Julie Moulin, une autrice française basée à Singapour, extrêmement intéressant également. J'ai travaillé également avec l'Alliance française de Singapour, avec qui on a fait justement un podcast autour du conte. J'ai travaillé pour une structure qui s'appelle Catalyseur Média, avec qui j'ai créé aussi de nombreux podcasts immersifs aussi. Après, pour revenir sur moi, ce que je fais personnellement, j'ai un podcast qui, pour le coup, est plus là pour éduquer les gens sur l'identité sonore, qui s'appelle La Minute Son, qui est, je pense, une façon aussi de montrer une partie de mon travail, qui est l'habillage sonore. À quel point est-ce que la qualité du son, elle est importante dans la réussite d'un podcast ? Pareil, c'est une très très bonne question. Je pense que dans un monde où on est inondé d'images, ce qui reste une fois que l'image disparaît, c'est le son. Et je pense que c'est primordial. Je veux dire, on voit bien la différence entre un podcast enregistré et pas maîtrisé, plus en termes notamment de ce qu'on appelle de la pollution sonore. Par exemple, c'est pas la même chose si vous enregistrez votre podcast dans votre salon ou dans votre cuisine où il y a du passage et de la résonance, que si vous l'enregistrez dans un studio ou dans un dressing, sans fenêtre, dans une pièce fermée, qui n'a pas pignon sur rue. Donc la maîtrise du son en elle-même, elle va sublimer, je pense, l'expérience de l'auditeur. Quid de l'option d'enregistrer sous sa couette ? C'est-à-dire ? Moi, j'ai souvent entendu dire que, en fait, pour éviter d'avoir effectivement tout cet écho, il fallait enregistrer en se couvrant vraiment avec sa couette, prendre son micro et on a un son qui peut être un petit peu plus étouffé, mais qui en tout cas est meilleur qu'un son, on va dire, dans une pièce plus grande avec des fenêtres. Alors c'est sûr, mais alors là, je visualise, je vais utiliser un peu mes skills de sound designer. Si vous êtes par exemple avec une couette au-dessus de vous, ça veut dire qu'il va y avoir des frottements. S'il y a des frottements, on va l'entendre au micro et donc forcément, il va y avoir une pollution sonore qui est assez évidente. Puis le deuxième truc, c'est que vous allez avoir surtout extrêmement chaud et je pense que ça risque d'être pénible au bout d'un moment. Alors, quels sont les types de pollution sonore qu'on peut enlever en traitant du son et quels sont les types de pollution sonore qu'on ne peut pas enlever ? Il y a plusieurs types. Il peut y avoir des frottements, effectivement, de pieds qui vont taper, qui vont résonner dans le micro. Il peut y avoir des bruits de l'extérieur qui viennent. Il peut y avoir un écho. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément toujours évident quand on débute dans le podcast de savoir ce qu'on peut traiter et qui est tolérable, acceptable parce qu'on n'a pas vraiment le choix et ce qu'on va pas pouvoir traiter et qui va vraiment rendre la qualité du son mauvaise. Je pense que la première chose, déjà, c'est de choisir le lieu d'enregistrement. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui évite déjà les bruits extérieurs. Il y a 3 clés, je pense, à connaître. La première, c'est que on enlève ce qui gêne la compréhension. La deuxième, c'est qu'on va garder ce qui raconte quelque chose. Et ensuite, il y a un truc qu'il faut bien garder en tête, c'est que le silence total, ça n'existe pas. Si je dois vous donner des exemples, le bruit du frigo en fond sonore, on l'enlève. Le rire spontané, en revanche, on va le garder. Une chaise qui grince pendant une phrase importante, on l'enlève. Un silence un peu pesant avant une réponse lourde de sens, on va la garder parce qu'elle exprime une émotion. Et après tout ça, on va faire ce que l'on appelle du nettoyage. Alors, sur les logiciels de son tels que GarageBand ou Logic Pro ou encore Cubase ou même Audacity pour les gens qui se lancent un petit peu dans le montage, il y a déjà des outils qui permettent de réduire le bruit. Mais je pense que la première chose, c'est déjà de maîtriser son environnement. Si vous avez autour de vous, je sais pas, par exemple, des tasses avec des cuillères dedans ou alors des objets par terre dans lesquels n'importe qui peut passer et shooter dans la petite chaussure qu'on a laissé traîner, déjà c'est un problème. Donc je pense que c'est maîtriser son environnement, être dans une pièce appropriée
et ensuite laisser le soin ou à l'IA ou aux outils qui sont déjà disponibles sur le logiciel pour faire le taf de nettoyage. Est-ce que l'IA, ça, elle le fait bien? L'IA, elle est utile pour nettoyer et accélérer, mais elle va pas remplacer l'oreille humaine. Pour vous donner des exemples, l'IA, par exemple, elle va enlever un souffle, mais elle va pas savoir si ce souffle fait partie d'une émotion. L'IA, elle peut lisser une piste, mais elle ne peut pas choisir le bon moment pour un silence. Donc je pense qu'en fait, il faut prendre l'IA comme un partenaire, c'est-à-dire qu'on fait d'abord soi-même une écoute pour la post-prod, on fait un premier nettoyage, et ensuite, une fois qu'on a bien identifié là où ça avait du sens, là où ça avait pas de sens, on peut laisser un petit peu l'IA faire le reste du travail. C'est vraiment un travail de coéquipier, quoi. J'ai utilisé un petit peu Adobe Podcast qui utilise effectivement de l'IA et je trouve que le problème c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs versions déjà d'Adobe Podcast et ces versions, elles sont pas toutes équivalentes les unes aux autres et en plus de ça, si on veut parfois enlever les bruits en fait parasites qu'il peut y avoir, on va forcément toucher à la voix et du coup quand on touche à la voix, on va enlever du grain de voix, de la qualité vraiment humaine de la voix qui va devenir un petit peu plus standardisée. Ça, c'est un des inconvénients que je trouve qu'il y a à l'IA, mais qui peut quand même être utile dans certaines configurations quand on a des bruits de fond ou qu'on a des POC très fréquents. Ouais, tout à fait. Bah, ça fait partie de ce qu'on appelle de la stratégie de montage, quoi. Vous parliez là juste à l'instant des différents logiciels de montage. Lequel vous recommandez et lequel est le plus simple à utiliser quand on débute? Je pense que quand on débute, c'est Audacity. Et après, si on veut pousser un tout petit peu, on peut se lancer dans GarageBand. En tout cas, si on n'a pas de formation dans le son, je pense que ce sont deux logiciels qui permettent de faire des choses extrêmement pointues avec finalement un matériel hyper instinctif et facile d'utilisation. Donc, c'est les deux que je recommanderais. Il y a plusieurs écoles sur le montage, parmi les podcasteurs et les podcasteuses, qui font très peu de montage parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, il y en a d'autres qui veulent vraiment un son de qualité, qui veulent davantage maîtriser aussi tout le flou de la conversation, qui vont reprendre effectivement toute la piste audio pour la traiter, ou bien qui vont sous-traiter cette tâche-là à un ingénieur du son, par exemple. Quel est votre avis sur ça? Est-ce que vous avez déjà testé ces deux formats? Et est-ce que ça semble raisonnable de, par exemple, mettre un épisode de podcast sans avoir quasiment fait de montage, quoi? Bah, je pense que ça dépend du format, en fait. Si vous faites un format immersif avec forcément des besoins en termes d'habillage sonore, d'ambiance et d'atmosphère, je pense que là, oui, là, le montage, vous n'allez pas pouvoir y couper. Et surtout, si vous maîtrisez pas la gestion des différentes musiques, mix, mastering, etc., vous allez sans doute devoir passer par un ingé son ou en tout cas quelqu'un dont c'est le métier. Après, si c'est un podcast conversationnel, donc qui laisse place aux respirations, qui laisse place aux échanges, qui laisse place au temps, tout simplement, pour le coup, non, il n'y a pas forcément besoin d'une post-prod folle, si ce n'est peut-être d'un petit mix pour gonfler les voix, atténuer les sons parasites et éventuellement faire une virgule sonore en conclusion de podcast. Comment est-ce qu'on choisit bien la musique ou les habillages sonores d'un podcast? Ça, c'est une question extrêmement délicate. Je pense qu'il me faudrait des heures pour vous répondre clair. Déjà, moi, comment je fonctionne, en tout cas, quand je travaille avec quelqu'un, pour vous donner un exemple concret, je fais ce que l'on appelle un audit sonore. Donc, déjà, j'identifie le sujet, ce que la personne veut véhiculer comme message, et ensuite, je fais ce que l'on appelle un mood board. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne m'aura dit, du message qu'elle veut exprimer, je vais créer des textures sonores que je vais envoyer à la personne. Elle va faire le tri par rapport à tout ce que je lui envoie. Et moi, en retour, je vais commencer à créer 2 ou 3 petites capsules audio que je vais ensuite lui renvoyer. Et en fonction, elle va décider une direction vers laquelle on va pour la musique, le générique, etc., etc. Mais après, je pense que ça dépend beaucoup des sensibilités de chacun, de l'énergie que l'on veut donner. Je veux dire, un podcast qui parle de RH n'aura pas le même habillage sonore ou le même générique qu'un podcast dédié, par exemple, au conte pour enfants ou à la méditation. Donc, je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du message que l'on veut véhiculer. Ouais, donc ça demande effectivement au préalable d'avoir fait ce travail ou bien de le faire avec la personne avec qui l'on travaille. Voilà, de creuser un petit peu plus l'univers sonore qu'on veut proposer à l'auditeur, celui qu'on veut développer et aussi de faire plusieurs tests. Je pense au générique notamment, en fonction de la musique qu'on choisit, ça va pas du tout donner la même ambiance sur un texte qui est identique. Donc, il faut aussi parfois faire des essais pour arriver à définir ce qui nous semble le plus pertinent et ce qui nous plaît le plus en fait. Le générique d'un podcast, ni plus ni moins, ce n'est que le logo sonore de votre produit. Donc, de la même façon qu'un visuel, c'est important, pour le podcast, le logo sonore, donc le générique ou les jingles, c'est la clé. Je veux dire, quand vous allez sur Netflix, que vous entendez papam, vous savez que vous êtes sur Netflix. Si vous allez à la gare et que vous entendez pam, 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 vous savez que vous êtes main dans la main avec la SNCF. Donc voilà, le générique, ça dit beaucoup de choses sur ce que vous faites, sur ce que vous dites et sur le message encore une fois, vous voulez partager à vos auditeurs. Pour revenir un petit peu sur le matériel de podcast, c'est pas facile quand on est dans le podcast de savoir quel matériel choisir. Il y a plusieurs options. Est-ce que vous avez des conseils à fournir en fait quand on débute dans le podcast pour savoir quoi prendre en fait comme matériel? Ouais, alors moi j'aurais tendance à dire déjà que le bon matériel,
c'est celui qu'on maîtrise. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre des trucs très 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 chers, très 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 techniques si à l'arrivée on exploite que 20 ou 30% du produit. Donc j'aurais tendance à dire un bon micro USB, ça peut suffire. Si vous travaillez avec un recorder, un zoom, c'est amplement suffisant. C'est un produit d'une extrême qualité. Ensuite, un casque, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que le casque, c'est un petit peu ce que le micro ne dit pas. Ça révèle pas mal de choses. La mouche qui passe, le moustique à droite, etc., etc. Ou le micro, on en parlait tout à l'heure, ou alors le bruit du frigo en fond. Donc voilà, donc micro USB, un casque, c'est essentiel. Et ensuite, simplement un matériel maîtrisé. Donc je pense pas trop compliqué, surtout si on est en train de se lancer. Quelque chose de simple, voilà, qui soit pas trop cher aussi quand on débute, sauf si on a vraiment les moyens ou bien qu'on est dans le cadre d'une entreprise, par exemple, qui a des fonds plus importants à allouer, mais ne pas forcément se lancer dans des dépenses faramineuses, en sachant que de toute manière, le podcast audio est relativement accessible financièrement Tout à fait. par rapport à d'autres types de médias et qu'effectivement, par exemple, si on passe sur du podcast vidéo, là, et qu'on veut s'équiper bien, là, ça commence à devenir quand même beaucoup plus cher. Ouais, exactement. Moi, j'ai tendance à dire mieux vaut simple et bien utilisé. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez les débutants qui créent un podcast ? Ça peut être des erreurs de tout type, hein, à la fois des erreurs de matériel, des erreurs de positionnement, des erreurs d'enregistrement, de montage. La première erreur, je pense, c'est de ne pas avoir suffisamment réfléchi à son podcast, à ce que l'on voulait dire et à la cible, et à l'angle aussi par lequel on voulait parler à cette cible. Je pense que c'est la première erreur. On le voit d'ailleurs, j'apprends rien à personne, c'est-à-dire que les gens se lancent et en général, au bout de 3 épisodes ou 4, le podcast s'arrête. C'est parce que sans doute les gens n'ont pas suffisamment réfléchi à ce qu'ils voulaient dire et comment, et à qui ils voulaient s'adresser. Ensuite, ça va être des erreurs de technique et de matériel maîtrisé. On en parlait tout à l'heure. Je pense, on le voit d'ailleurs sur l'évolution de certains podcasts qui fonctionnent bien. Si on écoute les premiers épisodes, il y a une qualité qui est moindre et au fur et à mesure, on sent qu'il y a une maîtrise de l'outil qui est bien plus affirmée. Et je trouve ça presque dommage parce que je pense qu'il aurait presque mieux valu parfois se lancer après avoir fait 2-3 tests pour soi à la maison. Donc j'aurais tendance à dire mieux vaut lancer son podcast en octobre bien prêt que fin août. Donc voilà, je pense que c'est la maîtrise des outils, la maîtrise de l'environnement. Et à part ça, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il faut juste savoir quoi dire, comment et à qui, et avoir une certaine maîtrise de l'environnement et de son matériel avant d'y aller. Je pense que c'est les 2 erreurs que je vois le plus souvent. C'est le flou dans le discours et le manque de maîtrise dans le matériel. Pour ceux qui se lancent dans des podcasts plus immersifs, quels seraient les premiers conseils que vous aurez pour créer une immersion ? Je pense que, comme on dit en anglais, less is more. Je pense que le premier truc à faire, c'est peut-être, en fonction de ce que l'on veut faire, se créer déjà une banque sonore, peut-être de musique instrumentale pour ce qui est des atmosphères musicales. Et ensuite, aller chercher soi-même sur les banques sonores gratuites, puisque l'idée, c'est aussi de limiter les coûts pour créer des sons. Ça peut être des sons de vent, des sons de mer, des sons de soleil ou d'arbres, je ne sais, que sais-je encore. Donc ça, c'est les 2 premières choses. Voilà, se créer une petite banque sonore perso avec des musiques et des bruits. Et puis après, de faire des tests. Je pense que c'est le mieux, se tester sur un texte déclamé d'1 minute et essayer justement de lui donner vie et voir ce que ça donne. Je pense que c'est le meilleur moyen de se tester et aussi de voir quel rendu ça peut avoir in fine. Est-ce qu'on peut se dire finalement qu'un bon podcast en termes de qualité du son, c'est un podcast qui nous semble être comme une conversation qu'on entendrait ou que nous on aurait par exemple tous les deux, c'est-à-dire où la question de la qualité du son, des bruits parasites, etc., elle va pas arriver. On va trouver ça naturel en fait. La conversation nous semble naturelle, on rentre directement dedans. Le podcast, en fait, un bon podcast pour moi, c'est une émotion, au service d'une fonction. Donc c'est la justesse, quoi. Donc à partir du moment où ça sonne vrai, même si on laisse des silences, même si on laisse des respirations, je pense que c'est la meilleure des réponses. Il faut juste que ça sonne vrai et juste. Il n'y a pas d'autres règles selon moi. Super, merci beaucoup Vincent Cataigne. Donc je vous rappelle qu'on peut écouter votre podcast La Minute Son et puis également retrouver toutes les informations sur votre studio, le Studio Nomade, donc qui accompagne à la création de podcasts et à la création de musique. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous.